Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité. Voici les titres de cette édition au sommaire. La tour R+10 de la RTS est un véritable bijou. Elle sera inaugurée mercredi par le président Macky Sall qui vient de doter l'audiovisuel public d'un centre névralgique, symbole d'une avancée socio-technique majeure. Et pour en parler, nous recevrons M. Lamine Cham, ingénieur directeur de projet à la CSE. Cette conférence de presse de l'amicale des journalistes et animateurs soniques et de la RTS, des moments qui ont permis de revenir sur les droits et devoirs d'un musulman en ce mois béni qui renforce la foi et la spiritualité. Nous restons sur ce mois béni du Ramadan pour revenir sur l'alimentation des personnes du troisième âge, comment s'adapter à la diversité alimentaire et au suivi médical. Les Baïfal assurent quotidiennement les repas du Ndogo à 4000 et 5000 personnes. Ils perpétuent ainsi les recommandations de Khadim Rassoul à travers leur guide de Mamcher Ibrahim Afal, leur engagement sans faille dans ce journée. Ce mercredi marque l'inauguration de la tour R+10, la RTS, le nouveau siège de la radio-télévision nationale du Sénégal, par le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, émergent d'une vision présidentielle qui, il y a quelques mois, aspirait à métamorphoser un espace en un centre névralgique de vie et de technologie. Cette tour incarne désormais une avancée socio-technique majeure. Voici un extrait du président de la République à la cérémonie de la pose de la première pierre, son Excellence, M. Macky Sall, que nous écoutons. C'est pour réaffirmer avec vous et parmi vous toute l'importance que j'attache à un service public de l'audiovisuel moderne et performant. Moderne et performant pour répondre aux meilleures normes et standards de qualité. Vous l'avez appelé, Monsieur le Directeur Général. Jusque-là, les infrastructures de la radio-télévision nationale n'ont jamais été prises en charge à 100% par l'État du Sénégal. Le siège de la première radio est un legs colonial. Et celui qui abrite actuellement la RTS est le fruit de la coopération avec un pays ami, le Japon. Je voudrais réitérer ici mes remerciements au gouvernement et au peuple japonais pour sa remarquable contribution. Aujourd'hui, et je le dis avec fierté, l'État est là, à vos côtés, pour exécuter un projet complet. Un projet qui comprend une tour, certes de 10 étages, construite sur un site de 2615 mètres carrés avec des équipements audiovisuels de dernière génération, mais également la réhabilitation du bâtiment existant pour un coût de 33 milliards. Et dans ces différentes composantes, il me plaît de souligner que cette tour abritera un certain nombre d'infrastructures, de studios de dimensions très importantes, aussi bien pour la télévision que pour la radio, mais surtout une zone technique et un centre de formation en audiovisuel sous le modèle d'une académie. Un restaurant panoramique pour satisfaire l'appétit des cousins et cousines sérères. Il le faut. Et un service médical. De plus, nous avons voulu joindre l'utile à l'agréable et intégrer le social parce que la RTS ne doit pas seulement être un lieu de travail, mais aussi un cadre de vie et de convivialité.
Voilà, le président de la République, son Excellence, Monsieur Macky Sall, c'était le 7 juin 2022. À présent, focus sur les facettes sociales de cette prouesse de la crèche à la salle de sport, en passant par des espaces de prière pour tous, un terrain de football et un restaurant avec vue panoramique. Découvrez comment cette infrastructure s'arrête à redéfinir le quotidien des agents de la RTS. Le président de la République Macky Sall installe définitivement la RTS dans l'ère moderne. La tour R+10 de votre télévision nationale est un bâtiment écologique, intelligent et futuriste. Dès l'instant qu'on construit à cette époque-ci un bâtiment de cette envergure, une tour R+10, il est inéluctable que l'on aille vers un bâtiment intelligent. Et bâtiment intelligent, ça suppose derrière qu'on ait une disponibilité déjà de l'électricité. Et les normes édictées ici, c'est des normes pratiquement 3/3. Et cela veut dire derrière qu'il n'y aura pratiquement plus de coupure de courant. Avec un important volet social, la tour abrite entre autres la médecine d'entreprise équipée de salles de soins, une crèche, une salle de sport avec vestiaires hommes et dames. L'aspect PMR, personnes à mobilité réduite, est aussi bien pris en compte avec des rampes et ascenseurs. Sur le plan social, il y a beaucoup d'aspects qui ont été pris en charge par ce bâtiment. C'est un bâtiment futuriste que nous allons accueillir. C'est un bâtiment qui prend en charge tout le personnel, tout le monde. La RTS est un établissement qui reçoit du public. Nous n'avons pas oublié les personnes à mobilité réduite. Pour sa mise en œuvre, l'expertise nationale a été sollicitée et les résultats obtenus sont plus que satisfaisants. C'est un bâtiment qui n'existe pas encore à travers le monde. Ça, je pèse bien mes mots parce que nous sommes les derniers à construire. Et ce qui a à saluer, c'est l'expertise technique nationale qui a été utilisée à 100% pour réaliser le plus beau ou le plus intelligent bâtiment au monde. Et ça, tout le mérite revient effectivement à son Excellence le Président Macky Sall. Mais je voudrais remercier le directeur général de la RTS qui a parfaitement compris la vision du président et qui l'aide dans sa mise en œuvre pour un Sénégal émergent. La tour de la RTS est un IGH, un immeuble de grande hauteur. Il répond aux normes et standards internationaux les plus pointus en matière de conception et de construction de bâtiments. Voilà, et pour en parler, je vous le disais, nous accueillons sur ce plateau M. Lamine Thiam, ingénieur directeur de projet à la CSE. M. Thiam, bonjour et merci d'être là ce matin. Bonjour, M. Gay. Voilà, tout d'abord, quel est le sentiment qui vous habite à quelques heures, on est à 48 heures donc de l'inauguration de cette tour R+10 par le président Macky Sall? Un sentiment de fierté, d'accomplissement, de devoir accompli pour l'ensemble des collaborateurs de la CSE qui a eu à piloter ce projet en conception et réalisation depuis le début. Donc nous sommes fiers d'y avoir participé, d'avoir déjà remporté l'appel d'offres depuis le début. Donc, piloter le projet et arriver à ce stade, c'est un grand sentiment de fierté. Est-ce que vous pouvez nous présenter le bâtiment, la tour R+10 qui est là debout? La tour R+10 est un IGH, comme vous le disiez tout à l'heure, donc un immeuble de grande hauteur sur 10 étages, donc avec des hauteurs sous plafond assez élevées, parce que les aspects efficience énergétique ont été pris en compte depuis le début, depuis le développement de ce projet, pour limiter vraiment les consommations énergétiques, avoir un bâtiment où il fait frais à l'intérieur. Donc, c'est un bâtiment assez solide aussi, parce que dans sa conception, dans sa construction, on a eu à développer des prouesses technologiques, notamment la post-tension, parce qu'il y avait des requêtes depuis les termes de référence de la RTS qui demandaient à ce qu'on ait des salles de grande hauteur assez dégagées, assez grandes. Donc il fallait vraiment dépasser les limites des constructions classiques en béton armé, ce qu'on a l'habitude de faire. Donc quand on nous demande de faire une salle sur 10 mètres de hauteur, on ne peut pas rester sur du classique. Donc là, on a eu à recours à des techniques qui existaient déjà, mais qu'on n'avait pas appliquées ici au Sénégal, qu'on n'avait pas beaucoup appliquées, notamment la pré-contrainte.
Ouais, puisqu'on y est dans la technique, il y a plusieurs studios hein, qu'abrite donc cette tour R+10. Par exemple, il y a un studio de 1000 mètres carrés. Et pour parler technique, quelle est la technique que vous avez utilisée pour arriver à cette prouesse technique, comme vous l'avez dit? Oui, comme je le disais, il y a un studio de 1000 mètres carrés, donc 100 poteaux sur 10 mètres de hauteur. Donc, on a eu à faire de la pré-contrainte, de la post-tension. Ça veut dire que c'est du béton armé à l'intérieur duquel on vient tirer des câbles de pré-contrainte. Ces câbles assurent vraiment un effort de compression complémentaire pour doper le béton, pour qu'au-dessus, non seulement cet ouvrage puisse avoir une grande portée au niveau de sa dalle, ce qui fait qu'on n'a pas de poteau à l'intérieur. On peut avoir une grande superficie dégagée. Et au-dessus même de cet ouvrage, de cette salle de 1000 m², il y a un terrain de foot qui vient se reposer au-dessus. Et aussi un autre studio télévision de 300 m². Oui. Ouais. Et le projet, au départ, a été complexe, mais il a fallu détermination, engagement de part et d'autre des autorités, mais également de l'entreprise CSE. Est-ce que vous pouvez revenir notamment sur la construction? On a vu avec le gros œuvre qui vous a pris entre 6 ou 7 mois. Vous êtes allé plus vite même que le temps et le lot technique qui est arrivé ensuite. Est-ce que vous pouvez revenir sur tous ces aspects? Bien sûr, c'est un projet audiovisuel, un projet de bâtiment, mais en plus de ça, il y a la partie audiovisuelle, ce qui le rend assez complexe. Donc, il a fallu aller très vite. Dès que la pose de première pierre s'est effectuée, on a démarré avec les travaux de fondation en pieux. Et il fallait gagner du temps sur le gros œuvre si on voulait arriver vraiment aux échéances. Donc, ce qui a fait qu'on travaillait en 2 shifts, ce qu'on appelle 2 shifts, 2 équipes, une équipe de jour, une équipe de nuit, avec le même niveau d'encadrement, jour et nuit. C'est ce qui a fait qu'on a pu réaliser le gros œuvre en si peu de temps. Donc, en termes d'organisation, la CSE est vraiment habituée à cela, à ce genre de challenge. Donc, les moyens ont été mis en place aussi. On a travaillé aussi avec des partenaires qui nous ont accompagnés, des partenaires bureaux d'études, des partenaires architectes. Et tout le pilotage a été réalisé par la CSE, par l'équipe de la CSE, qui est assez expérimentée dans le domaine des constructions. Est-ce que vous pouvez revenir sur le matériel ou bien les matériaux qui ont été utilisés dans la construction de ce bâtiment? Bien sûr, pour le gros œuvre, c'est classique, hein, ciment, fer, béton. Après, ce qui fait la spécificité, on l'a dit tantôt, c'est la post-tension qui a été mise au niveau de la grosse œuvre pour la réalisation des grandes hauteurs. Sur la partie lot technique, comme c'est un IGH, ça requiert vraiment, en termes de normes, d'aspect normatif, il y a une réglementation à respecter. Donc, sur tout ce qui est équipement de désenfumage, équipement de détection incendie, la sécurité incendie. Donc, ce sont des équipements assez modernes. Le bâtiment aussi est un bâtiment, ce qu'on appelle un bâtiment intelligent. Donc, on a eu à faire ce qu'on appelle de la GTB, de la gestion technique du bâtiment. En termes d'information et de commande, il y a ce qu'on appelle le report d'information et aussi la possibilité de commander certains équipements du bâtiment. En cas de détection incendie, il y a un report qui se fait au niveau d'un local PCS qui est à l'intérieur du bâtiment. En termes de suivi de l'efficience énergétique du bâtiment aussi, donc la consommation de la climatisation, de l'éclairage est reportée via ce système de GTB pour que les informations de suivi puissent être disponibles, contrôlées et pouvoir agir pour avoir vraiment une efficience de ce bâtiment. Est-ce que le matériau que vous avez utilisé dans la construction de ce bâtiment, vous l'avez trouvé au Sénégal ou bien vous l'avez fait venir? Pour le gros œuvre, oui, tous les matériaux ont été trouvés au Sénégal. Donc, c'est les matériaux de gros œuvre. Pour les matériaux de seconde œuvre, on a eu à importer des matériaux via aussi des partenaires locaux. Par exemple, le carrelage avec des fournisseurs locaux, même si une grande partie a été importée, une partie était disponible. Pour les équipements audiovisuels, ça vient d'un peu partout, donc d'Europe, d'Asie, via aussi un sous-traitant. Et oui, donc une partie a été trouvée en local et surtout pour les finitions, on a eu à faire de l'importation. Notamment aussi pour les matériaux de la façade double pot que vous voyez. On a eu à importer du GRC, parce qu'il n'y a pas encore d'usine qui fabrique ce genre de matériaux ici. C'est du béton fibré, donc on a eu à importer ce matériau de la Turquie. Donc, ce qui veut dire que le marché sénégalais est quand même susceptible de supporter la construction des BTP au Sénégal. Bien sûr, tout à fait, bien sûr, bien sûr. Et ce qu'on voit de nos jours, en tout cas, c'est que sur tous les domaines, tous les aspects, en tout cas, de construction d'un tel bâtiment, on a l'expertise, on a tout le temps une entreprise, un partenaire local vers qui se référer pour pouvoir nous accompagner.
quand on a eu à faire la post-tension, d'habitude, sur ce genre de construction, quand on a ce genre de contraintes, on faisait appel directement à des entreprises étrangères. Mais de nos jours, en tout cas dans le domaine du bâtiment, je pense que toutes les techniques innovantes, on a vraiment un support local, on a une entreprise locale sur qui s'appuyer, même si derrière elle peut faire appel à l'expertise étrangère, on a sur place des entreprises capables de répondre. Justement, on voit que l'expertise sénégalaise est là et donc peut-être capable de répondre à la construction des bâtiments qui seront aux normes. Et cela peut également régler le problème des bâtiments qui s'effondrent et qui deviennent une problématique. L'expertise sénégalaise peut jouer un rôle déterminant dans la construction des bâtiments et travaux publics. Bien sûr, tout à fait. L'expertise sénégalaise peut jouer la rigueur, le suivi, le contrôle et le respect des normes qui sont déjà existantes, qui sont là. Il suffit juste de les suivre. Il y a tous les services compétents qui sont là. Nous, on a été contrôlés par tous les services de l'État à tous les stades d'avancement du projet. Donc, je pense que ce soit ici ou ailleurs, hein, donc une entreprise qui respecte vraiment la réglementation. Donc, notre réglementation, elle est assez forte. Le code de la construction a été encore mis à jour récemment. Et tout ce qui est demandé dans la réglementation internationale, on le trouve dans notre réglementation. Donc, je pense que les entreprises qui suivent, qui respectent ces aspects normatifs, érigeront des bâtiments solides qui ne vont pas tomber. Ce qui a été constaté et qui favorise l'optimisme, c'est la création d'emplois. On a vu beaucoup de personnes depuis le début du projet qui travaillent jour et nuit, beaucoup de jeunes qui travaillent dans ce projet. Combien sont-ils? Est-ce que vous pouvez revenir sur ces emplois qui ont été créés, bien entendu? Oui, tout à fait. Comme il a fallu aller vite, donc en phase gros œuvre, on est monté en pointe à 250 ouvriers au total. Quand je dis en pointe, c'est le maximum qu'on a eu en termes d'ouvriers, avec une vingtaine d'encadrants. Donc, les encadrants de la CSE qui assurent le pilotage du projet, donc essentiellement constitués de jeunes, hein, avec une moyenne d'âge, on a fait le calcul à peu près de moins de 35 ans de l'équipe dirigeante. Merci M. Thiam, ça a été un plaisir. Merci. Voilà, c'était Lamine Thiam, ingénieur directeur de projet à la CSE. Vous le savez, donc l'information, c'est l'inauguration de la tour R+10 de la RTS mercredi par le président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Au cœur du ramadan, l'amicale des journalistes et animateurs soninké de la RTS a organisé une conférence sous le signe de la spiritualité axée sur les droits et devoirs du musulman. Mais vous avez trouvé le temps de venir ici. On vous surnomme directeur généreux et cela n'est pas fortuit. La preuve, on aperçoit d'ici la tour de la RTS qui va être inaugurée la semaine prochaine par le chef de l'État. Tout cela, c'est grâce à vous. Plus important encore, vous avez donné une autre dimension aux journaux en langue locale. Depuis 11 ans, le soutien de la RTS n'a jamais fait défaut à l'association et à la communauté dans son ensemble. Venu réitérer cette fraternité, le directeur général de la RTS a magnifié l'initiative. Et vous savez, l'ethnie, c'est simplement une identité culturelle. C'est une identité culturelle dans le cadre d'une diversité, dans le cadre d'une pluralité, dans le cadre d'une nation. Et chaque ethnie qui aussi répond, n'est-ce pas, de ses spécificités culturelles, vraiment nourrit ce qu'on appelle aujourd'hui la nation. Et lorsqu'on parle de communauté soninké, c'est l'incarnation des valeurs de travail, c'est l'incarnation des valeurs de discipline, c'est l'incarnation des valeurs de solidarité. C'est connu ici au Sénégal, mais surtout aussi à travers la diaspora. Ce parrainage, c'est une forme de reconnaissance, c'est un signe d'estime, un signe de considération. Pour moi d'abord, mais aussi pour la RTS, parce que ce sont des agents de la RTS, hommes et femmes, qui sont debout et qui aujourd'hui au sein de l'entreprise nourrissent la culture de l'entreprise par ses valeurs de travail, par ses valeurs de solidarité, et ça participe véritablement aux performances de l'entreprise. Devenu un rendez-vous incontournable pour la communauté, la grande conférence gagne en crédibilité et en popularité au fil des ans. Les organisateurs, eux, n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin pour le bien et la cohésion de la communauté. Et juste après, quelques membres de l'amicale des journalistes et animateurs soninké de la RTS ont réagi sur l'importance de la thématique. Nous les écoutons.
Donc c'est toujours un plaisir de venir répondre à cette conférence qui se fait à chaque année durant le mois de Ramadan. Une occasion pour la communauté de se retrouver autour d'un thème essentiel. Cette année, on a parlé des droits et devoirs entre voisins, entre parents et son enfant. Donc je pense que c'est un thème très très important. On apprend beaucoup de cette conférence comme chaque année. Les marabouts, les imams, toute la communauté, je veux dire, s'est présentée ici. Il y a un groupe de chaque village ici qui est là, le représentant de chaque village qui est là aujourd'hui. C'est un grand honneur. L'honneur a été encore plus grand, surtout la présence du directeur général de la RTS, Racine Talla, qui nous a rehaussé de sa présence. Ça, c'est un phénomène à souligner, qu'on ne peut pas oublier. Ça veut dire que la RTS, la direction de la RTS, l'importance qu'il accorde à ces langues nationales, particulièrement au soninké, à la langue soninké. Nous restons toujours dans ce mois béni du Ramadan avec l'attention portée à l'alimentation des personnes du troisième âge qui devient primordiale pour leur bien-être. Entre la nécessité de diversifier leur alimentation et l'importance d'un suivi médical adapté, ces précautions s'avèrent essentielles pour leur permettre de jeûner en toute sécurité. Ramatanem. En cette période de Ramadan, il est difficile dans certaines familles de préserver la santé des personnes du troisième âge. Ces personnes qui vivent au quotidien le poids de l'âge veulent par tous les moyens respecter la période de jeûne. Le jeûne peut être déconseillé. Des personnes d'un certain âge qui ont un ensemble de pathologies, le jeûne peut être fatal. Donc, il faudrait quand même tout ça, ce n'est pas de nature à faire peur aux personnes âgées, mais c'est simplement de les inciter, avant d'aborder les gens, de procéder à une consultation auprès de leur médecin. Mais également de bien veiller à leur alimentation, car ils n'ont droit qu'à 2 repas comme tout le monde, le repas de la rupture et le deuxième à l'aube. Le khad est un incontournable chez le sujet âgé. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sujet âgé est prédisposé naturellement à la dénutrition et à la déshydratation du fait un peu du vieillissement du mécanisme de thermorégulation et de régulation de la faim et de la satiété. Privilégier les sucres d'absorption lente qui peuvent permettre un délitement très lent du sucre dans le sang tout le long de la journée. C'est les pâtes alimentaires, les céréales qui peuvent permettre à la personne âgée de tenir. Une bonne alimentation ne suffit pas. Il faut également ménager ces personnes âgées en leur évitant des activités sous la chaleur. Et pendant la journée, éviter de fréquenter, de sortir aux heures chaudes ou ensoleillées parce que ça aggrave la dénutrition et la déshydratation. Donc il faut se mettre à l'abri et éviter les activités physiques pendant le jeûne de Ramadan et adapter un peu sa prise médicamenteuse en fonction de son suivi thérapeutique. Il faut savoir qu'en temps normal, les personnes âgées ont moins d'appétit et pour leur permettre de recharger leur batterie, il faut trouver des astuces pour susciter leur appétit. Il y a des astuces, il faut fractionner les repas, les enrichir et les diversifier. C'est dans la diversification du repas que l'on peut susciter l'appétit et le plaisir de manger. Pour ce qui est de l'hydratation, il ne faut pas uniquement se limiter à l'eau, il faut varier les plaisirs. C'est des jus, c'est de l'eau, c'est du thé. Il faut noter que nos parents et grands-parents adorent les dattes. Comme on dit, le sucre trompe la faim. Trop de dattes risque de couper la faim. Donc moi je pense que commencer par de petites quantités de dattes, 2 à 3, pour attendre la faim, avant de se coucher pour compléter un peu ces petits plaisirs datent comme ça se fait souvent avec les mangues. Après le mois de Ramadan, de nombreuses personnes âgées sont accompagnées par leurs enfants chez le médecin parce que tout simplement le corps est affaibli. Bon, et puis après, elles sont amenées de force par la famille après le Ramadan. Moi je pense qu'il ne faut pas hésiter. Les personnes âgées ne doivent pas hésiter à venir nous consulter. C'est juste une évaluation à mi-parcours de leur capacité à continuer ou non le jeûne. Et comme on dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire, il n'est pas jamais trop tard pour arrêter de jeûner, surtout qu'il y a des alternatives que la religion leur permet. N'oubliez pas d'aider les personnes âgées à bien se réhydrater et à avoir une alimentation variée et équilibrée.
Dans notre rubrique carême, ce matin, focus sur une tradition méconnue mais essentielle de l'Église catholique, le denier de culte plutôt. Cette contribution financière annuelle joue un rôle crucial dans la vie et le fonctionnement de l'Église. Mais de quoi s'agit-il exactement? Quel est son montant et qui est appelé à y contribuer? La belle Olympe Badji apporte lumière et explication sur ce pilier de la générosité chrétienne avec ce reportage de François Sec. Les portes des églises s'ouvrent grandement à l'esprit de solidarité en cette période de pénitence, un moment propice à la collecte du denier de culte. C'est le temps où les gens sont le plus disposés à la générosité, d'autant qu'il est proposé même qu'il soit versé ce denier pendant ce temps de carême, étendu à la cinquantaine du temps pascal qui se clôture avec la Pentecôte. Le denier de culte est une contribution financière obligatoire pour tout chrétien, selon le Code du droit canonique. Une contribution à verser notamment pendant le temps de carême dans lequel nous sommes depuis le mercredi des Cendres, en citant le canon 222 du Code de droit canonique de 1983. Chaque année, des milliers d'enveloppes sont distribuées dans les paroisses et communautés de base. Mais à combien s'élève le montant du denier de culte? Chacun donne selon sa générosité, même si les évêques proposent que les gens donnent un peu plus que l'équivalent d'une journée de travail. Je crois que chacun, selon sa conscience, étant tenu de verser le denier, s'il ne verse pas, l'Église ne le poursuivra pas pour ça. Les recettes tirées de la collecte permettent de financer les besoins pastoraux selon un barème bien établi. Le tiers reste dans la paroisse où le denier est organisé et les 2 tiers sont versés au diocèse. Parce que c'est celui qui nous permet de prendre en charge la vie matérielle de l'Église, matérielle et financière bien entendu. Il y a des constructions d'églises, de presbytères, il y a la prise en charge des prêtres, il y a les factures aussi d'électricité, d'eau à honorer dans nos églises, dans nos paroisses. Il y a les hosties, il y a le vin de messe, il y a les ornements liturgiques, il y a le mobilier liturgique. Alors on peut dire plein de choses par rapport à ce que le denier peut donner comme contribution. Le denier de culte renvoie à la dîme d'Abraham et à l'offrande au temple. C'est un signe d'appartenance et c'est l'une des principales ressources de l'Église. Il y en a d'autres. La ressource humaine, il y a les quêtes ordinaires, il y a les intentions de messe, qu'on appelle offrande de messe. Il y a également les dons des fidèles, il y a les dîmes, il y a les legs de certains fidèles aussi. Principalement, ce sont ceux-là qui constituent, disons, les ressources premières de l'Église. Loin d'être un don quelconque de générosité, le denier de culte est un signe d'appartenance, de communion et de solidarité avec un ancrage théologique dans la vie de l'Église. Sport Jeux africains à Accra, au Ghana, le Sénégal décroche l'argent en taekwondo chez les garçons. C'est Bokar Diop qui est monté sur le podium. Il n'a pas pu faire mieux. La faute à une blessure qui l'a contraint à l'abandon pendant la finale. Les temps forts de cette journée avec nos envoyés spéciaux, Aliou Ndiaye et El Hadji Thierno Dramé. Le taekwondo sur le podium des Jeux africains, grâce à Bokar Diop qui a réussi à se hisser en finale dans la catégorie des moins de 63 kilos. Face au Tunisien Khalil, numéro 1 mondial, il n'a pas pu tenir plus de 2 minutes à cause d'une blessure à la cuisse. Une grosse déception pour l'équipe du Sénégal qui avait là une réelle chance de décrocher une médaille d'or. Il a fait son boulot. Franchement, l'athlète a fait son boulot. On pouvait avoir la médaille d'or aujourd'hui, mais le bon Dieu n'a pas voulu. C'est juste le bon Dieu qui n'a pas voulu. Mais on était prêt techniquement, physiquement, tactiquement pour avoir une médaille d'or. Cette blessure contraint l'entraîneur de l'équipe du Sénégal à l'abandon. Dur pour le jeune taekwondokiste qui finit en larmes, mais va se consoler avec sa médaille d'argent. Cette blessure est vieille, mais c'est l'intensité du combat contre le jeune Ivoirien Ben en demi-finale qui l'a réveillé et qui lui a été fatale. Puis les qualifications, Bokar Diop avait une blessure qu'on traitait, mais on espérait qu'il peut faire la compétition avec cette blessure. Mais on a fait 3 combats, c'était très intense. La blessure s'est réveillée et on ne pouvait pas faire la finale. Parce qu'en finale, on avait en face de nous le premier mondial, le médaille d'argent olympique.
Malgré cela, l'entraîneur de l'équipe reste optimiste. La compétition n'est pas encore terminée et il a d'autres athlètes capables d'aller chercher cette médaille d'or. Il est sûr de pouvoir faire des miracles avec son équipe. Oui, je suis satisfait pour aujourd'hui, mais demain, la compétition continue, Inch'Allah. Décidément, à l'occasion de ces Jeux, ce sont les arts martiaux qui, pour l'instant, permettent au Sénégal de garder la tête haute. La seule médaille d'or a été obtenue par le judo, qui a aussi remporté 2 médailles d'argent. Mais il y a encore de l'espoir avec le football et l'athlétisme. Voilà, des temps forts des Jeux africains d'Accra au Ghana. Dans un instant, nous en venons à la partie consacrée aux régions. Et dans l'esprit du Ramadan, les Baïfal incarnent générosité et fraternité. Et chaque jour, ils distribuent gratuitement des milliers de repas inspirés par l'exemple de Mam Cheikh Ibrahim Fall et les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Entre 4 000 et 5 000 personnes reçoivent quotidiennement bien plus qu'un simple repas. Ahmadou Diallo. Le Ndogu des Baïfal. Une procession impressionnante. La distribution gratuite de repas durant le Ramadan est un modèle de solidarité instauré par Khadim Rassoul, Cheikh Ahmadou Bamba. Serigne Touba en avait donné le ndigal à son fervent disciple Mam Cheikh Ibrahim Fall. Celui-ci commença alors à préparer quotidiennement des repas pour Khadim Rassoul et pour l'ensemble des hôtes et des habitants. Une tradition bien perpétuée par les Baïfal. at bu jot bu weeru koor terootee ñu tàmbalee joxe ndogu Baay Faal yépp ci barkeel di ci leele. À chaque mois de Ramadan, nous distribuons les ndogu. Tous les Baay Faal participent à cela par la préparation des repas, mais aussi par les zikrs. C'est une tradition dans tous les foyers de Mam Cheikh Ibrahim Fall. Et chaque année, ça va de l'avant. kër gu sant Fall goo dem ci kër Cheikh Ibrahim Fall ak kër gu aju ci Cheikh Ibrahim Fall ku ne loo man ci ay ndab ren bu liggéey bu déwénee nga def. Ces repas préparés avec soin sont distribués aux familles religieuses ainsi qu'à des milliers de personnes. nga xam ne biir kër gi rek barab bu ci nekk lu gàtt nangami téeméer ni dañ leen fa sedd. Au moins 1000 personnes bénéficient des repas rien qu'ici. Et cela est différent des ndogou que nous emmenons à l'intérieur de la ville et en dehors. La famille Mbaké, Bousso, les Dara ainsi que les démunis sont aussi servis. Vous savez, nous avons l'habitude de distribuer les ndogou jusqu'à dans la nuit. Un véritable modèle social empreint de générosité. Nous apprenons beaucoup à travers l'œuvre de Serigne Touba Mbacké. Il y a dans ça tous les types d'adoration de Dieu. Le social ici n'est égalé nulle part ailleurs. J'ai estimé à 4000 personnes, voire 5000 ceux qui coupent quotidiennement les jeunes à la grande mosquée de Touba. La générosité et le partage sont deux qualités intrinsèques d'un disciple de Cheikh Ahmadou Bamba, des valeurs bien présentes chez les Baïfal. À présent, notre carte postale électorale focus ce matin sur deux régions au cœur des enjeux, Matam et Kédougou. Première escale, Matam, véritable poumon économique du Nord, avec une population électorale diversement répartie entre ces trois départements, Matam, Kanel et Ranérou-Ferlo. À la suite de la réforme administrative intervenue en 2002, Matam, qui faisait partie de Saint-Louis comme département, est érigé en région le 15 février 2002 sur une superficie de 29 445 km². Une région sylvopastorale du Nord Sénégal où le bétail et les pâturages déterminent une grande partie de son potentiel économique adossé à l'élevage donc. Matam est également une région minière avec les phosphates d'Indendori. Région agricole également, bordée par le fleuve Sénégal, avec la riziculture. Matam, c'est une population de 833 000 habitants qui comprend trois départements, à savoir Matam, Kanel et Ranérou-Ferlo.
La population électorale de la région tourne autour de 273 000 électeurs, 262 lieux de vote et 601 bureaux de vote. Le département de Matam, en termes d'électorat, vient en tête avec 141 000 électeurs, suivi de Kanel qui compte 108 000 électeurs, et enfin le département de Ranérou-Ferlo avec ses 24 000 électeurs. Et puis du nord au sud-ouest, notre voyage électoral nous mène à Kédougou, une région aux multiples visages, terre d'exploits miniers, de richesses culturelles, mais également de tourisme. Et nous voyons cela également. Kédougou fait partie de ces 3 dernières régions qui ont été créées au Sénégal après le découpage territorial intervenu en septembre 2008. Détachée de Tambacounda, elle constitue donc la 2e région du Sénégal oriental avec une superficie de 16 896 km². Sa population en 2023 s'élève à 245 000 habitants avec l'ensemble de ces 3 départements, à savoir Kédougou, Saraya et Salémata. Kédougou, c'est d'abord son parc de Nyokolokoba, vaste de ses 913 000 hectares et qui s'étend jusqu'à la frontière guinéenne. C'est également une région minière avec l'exploitation de l'or de Sabodola. La région de Kédougou a la particularité aussi de sa richesse culturelle entre ses peuples Peul, Mandeng et les minorités ethniques Bédik, Bassari et Djalonké. La population électorale de la région de Kédougou fait 65 000 électeurs, 158 lieux de vote et 208 bureaux de vote. Le département de Kédougou vient en tête avec 37 000 électeurs, suivi de Saraya avec 17 000 électeurs, et enfin le département de Salémata qui ferme avec ses 10 000 électeurs. Et puis à Salé, les experts du ministère des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires se sont réunis. Objectif, passer au crible le report d'activité de l'année écoulée et peaufiner le programme de travail budgétaire pour 2024. Le compte-rendu de Fatima Tabanelba. Cet atelier du ministère en charge des collectivités territoriales vise la validation technique du rapport d'activité 2023 et du plan de travail budgétisé annuel de 2024, afin de se donner les moyens de mieux répondre aux défis et enjeux liés au secteur de la décentralisation, de l'aménagement et du développement territorial. Et pour une meilleure organisation de l'activité, tout le comité technique de suivi et évaluation du ministère a été mobilisé. Nous avons constaté que le ministère a eu, malgré les budgets qui ont été alloués, à réaliser des activités importantes. Mais le constat qui a été fait, c'est que c'est un ministère de transfert où l'essentiel des fonds sont transférés à plus de 80% aux collectivités territoriales et que le reste du budget devait permettre au ministère, au niveau central, à ses services déconcentrés, à toutes ses représentations, de mettre en œuvre des activités d'appui et d'accompagnement de la politique du Sénégal définie certes par le chef de l'État, mise en œuvre par le ministère des collectivités, mais en termes de décentralisation, d'aménagement du territoire. À travers la gestion axée sur les résultats, nouveau référentiel de la chaîne de planification, le gouvernement du Sénégal montre toute l'attention accordée au suivi et à l'évaluation des politiques publiques. Le nouveau cadre nous impose de planifier les activités et d'éviter le pilotage à vue. Ce qui fait que nous avons essayé, autant que faire se peut, de voir en fonction des moyens qui ont été assignés au service, quel a été le niveau de réalisation et nous projeter sur 2024 en apportant les correctifs qu'il faut. Au sortir de cet atelier de 3 jours, les participants ont dégagé des perspectives et recommandations pour l'année en cours, afin de tirer toutes les conclusions nécessaires pour améliorer l'efficacité des politiques et programmes liés à la décentralisation et à l'aménagement du territoire. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé ce matin. Mais dans un instant, je vous retrouve pour la version Wolof. ci lu aju ci tànneefu njiitu réew mi ñaar fukki fan ak ñeent weer wi ca deuxième carte électeur yi dinañu ko wéyal ci réew mi